Bonjour Alain Juillet, je suis ravie de vous accueillir sur Tribune Libre. Ben moi aussi, je suis ravi de vous rencontrer. Merci. Vous êtes un puits de sciences politiques. Je vais décrire rapidement votre parcours, mais pas dans les détails, sinon nous en aurions pour 3 heures. Oui, c'est vrai. Vous êtes né à Vichy pendant la Seconde Guerre mondiale. Vous êtes diplômé entre autres de HEC, de l'Université de Stanford, de l'Institut des hautes études de défense nationale dans les années 80, de l'Institut des hautes études de sécurité intérieure, promo 90. Vous avez ensuite été directeur du renseignement de la DGSE, la Direction générale de la sécurité extérieure, puis haut responsable chargé de l'intelligence économique auprès du Premier ministre François Fillon. 3 premiers ministres. François Fillon, Laporte, mais avant j'avais fait Villepin et avant j'avais fait Raffarin. Merci de le préciser. M. Raffarin, M. Villepin et Fillon. Qui a eu une certaine continuité. Je vois. Ou longévité, comme on peut dire. Et vous êtes également l'un des fondateurs de la Grande Loge de l'Alliance maçonnique française. Absolument. Dont vous êtes le premier grand maître. J'ai été le premier grand maître, oui. Comme vous le savez, il y a beaucoup de fantasmes autour de la franc-maçonnerie. Est-ce que vous pourriez nous expliquer, à nous, les profanes, comment cela fonctionne ? Si vous voulez, le principe est très simple, en définitive. D'abord, il faut revenir à l'origine. Je ne veux pas être trop long, mais pour bien comprendre, il faut revenir à l'origine. Avant la Révolution française, et en Angleterre, c'était pareil. Il y avait, c'était des royautés, et dans lesquelles les gens ne pouvaient pas s'exprimer totalement librement, parce qu'il y avait des agents du pouvoir, du royaume, qui étaient là pour surveiller qu'on ne disait pas des choses contraires aux règles, à la pensée unique, on dirait maintenant la pensée unique. Donc, les gens de la bonne société, les nobles ou la bonne bourgeoisie, voulaient pouvoir discuter, mais ils ne savaient pas comment faire. Et ils sont aperçus qu'il y avait des ouvriers qui se réunissaient dans des loges, qu'on appelle une loge, c'est-à-dire des associations d'ouvriers qui se réunissaient dans une pièce dans laquelle ils parlaient de leurs problèmes, et c'était totalement fermé, et ne pouvaient rentrer que ceux qui faisaient partie de ces compagnons. À l'époque, c'était des compagnons, comme ça qu'on appelait les ouvriers très qualifiés. Donc on ne pouvait rentrer que si on était membre de cette loge. C'est impossible autrement. Et donc à un moment, ça a commencé en Écosse, puis en Angleterre, puis en France, il y a des gens des nobles et de la bonne bourgeoisie qui ont obtenu un accord de ces loges pour pouvoir y venir. Et dans ces loges, on pouvait discuter sans problème, puisque tout le monde se connaissait, on savait qu'il n'y avait pas donc d'espions à la solde du pouvoir. Donc c'était ça, c'était un lieu de liberté où on pouvait échanger. Ça, c'était la base, si vous voulez. C'est comme ça que c'est parti. Ensuite, quand il y a eu un peu plus de libéralisme, quand le roi d'Angleterre, et surtout le roi de France, quand il a autorisé les loges purement maçonniques, si vous voulez, les frères maçons, ça vient de là, les origines, c'était des compagnons maçons, charpentiers et autres. Et donc, les frères maçons, le roi les a autorisés à se réunir. Pourquoi ? Parce qu'il y avait un certain nombre de la haute noblesse, de membres de la très haute noblesse, qui faisaient partie de ces loges et qui discutaient dans les loges. Et là, aussi bien en Angleterre qu'en France, tout le monde s'est rendu compte que c'était très intéressant parce que se regroupaient des gens qui, en général, réfléchissaient de bon niveau. Donc des leaders, si vous voulez, des leaders d'opinion, des leaders professionnels, des leaders politiques. Et ça a été la base, en définitive, de la maçonnerie. C'est-à-dire que les loges ont été un foyer dans lequel, toutes les loges étaient des foyers dans lesquels les gens de bonne qualité, intellectuels, techniques, professionnels, se retrouvaient, échangeaient et émettaient des idées en toute liberté, puisqu'il n'y avait pas de contrôle. Alors, ça, c'est comme ça que ça s'est développé. Alors, avant la Révolution française, les grandes, avec Voltaire, Diderot, enfin, toutes les grandes loges françaises, elles ont construit la Révolution, il faut le dire. La plupart des idées de la Révolution sont venues des loges. Et ensuite, les loges ont eu un rôle politique. Alors, en Angleterre, pour soutenir l'État, donc le royaume, et le grand maître est toujours traditionnellement en Angleterre un membre de la famille royale, c'est vous dire que c'est contrôlé, c'est le duc de Kent, pour être précis, c'est officiel donc on peut le dire, et donc
Et l'objectif des loges en Angleterre, et ça ils avaient vu ça avec Napoléon, qui l'avait fait en France aussi, c'était dans tous les pays que les colonies, le Commonwealth, c'était à travers les loges d'identifier les meilleurs des autochtones, qu'on mélangeait avec des représentants anglais, qui étaient sur place, et on détectait les meilleurs pour ensuite en faire les responsables de l'État. Donc dans tout le Commonwealth, ce sont les francs-maçons qui ont pris, les francs-maçons autochtones, qui ont pris les rênes du pouvoir, vous voyez, dans tous ces pays-là. Et bien sûr, avec de fortes amitiés avec les Anglais avec qui ils avaient été en loge, ce qui fait qu'il y avait une fidélité à la couronne, à travers tout ça, à travers ces liens. En France, ça a été un peu différent. On a eu, dans un premier temps, après la Révolution française, on a eu les loges qui se sont mêlées de la politique, au XIXe siècle, au XXe siècle. Les loges, beaucoup de gens dans les loges faisaient des analyses politiques, c'est le fameux Grand Orient, l'obédience française qu'on appelle le Grand Orient, faisaient des analyses politiques, et de nombreux ministres sortaient de ces loges. Ensuite, vous avez eu, il y avait plusieurs obédiences, parce que les obédiences, en fait, c'est des groupes de loges. Il y en avait plusieurs en France. Il y avait la Grande Loge de France et il y avait le Grand Orient. Essentiellement, c'était les deux principales. La différence étant, l'un était plus politique, le Grand Orient, et l'un plus symbolique, c'est-à-dire réfléchissant à la spiritualité, je dirais, aux finalités de la vie, de ce qu'on doit faire sur Terre. C'est plutôt la Grande Loge. Et il y avait donc une participation politique et beaucoup d'idées qui ont émergé au niveau des États viennent de la franc-maçonnerie. L'IVG, on vient de mettre dans la Constitution l'IVG. Il ne faut pas oublier, on parle toujours de Simone Veil, mais le premier qui a lancé l'idée au Parlement, c'est un franc-maçon. Et ça avait été préparé par les loges franc-maçonnes. Il y a quantité de choses qui ont été amenées, je dirais, au niveau de l'État, au niveau des votes dans l'État, par les francs-maçons. Alors il y en avait toujours beaucoup en France dans les gouvernements. Dans les gouvernements du général de Gaulle, dans les gouvernements de Mitterrand, je me souviens à l'époque du président Mitterrand, il y avait en moyenne 12 à 15 ministres francs-maçons, c'est-à-dire que presque la majorité était franc-maçon. Et tout le monde raconte l'histoire. Avant, c'était avec Léon Blum, quand Léon Blum était Premier ministre, où il y avait un vote à l'Assemblée où il était minoritaire. Et l'Assemblée, à l'époque, était majoritairement franc-maçonne. Il a fait un signe franc-maçon qui demande l'aide de ses frères. C'est un signe qu'on peut faire pour demander l'aide des frères quand ça va mal. Il a fait le signe à la tribune de l'Assemblée et il a eu la majorité. Donc là, vous voyez, alors personne n'a compris comment il a pu faire, sauf ceux qui étaient francs-maçons, qui savaient parfaitement ce qui était passé. Donc c'était une force politique considérable pendant le 19e, 20e siècle. C'est vrai qu'au 21e siècle, c'est tombé. Aujourd'hui, les francs-maçons sont non. Bon, il y en a toujours, mais bien sûr, il y en a, ils sont nombreux, mais ils sont moins nombreux qu'ils n'étaient à une époque, et surtout, ils ont beaucoup moins d'influence qu'ils n'avaient à une époque. Il n'y a pas, depuis 15 ans, il n'y a pas une loi, par exemple, qui a été inspirée par les francs-maçons. Alors qu'avant, c'était tout le temps. C'était plusieurs, et des grosses lois. Quand je parle de lois, les lois importantes, les lois fondamentales, bon, il y en avait tout le temps. Aujourd'hui, c'est fini. Donc la franc-maçonnerie a basculé, indiscutablement, beaucoup plus sur le côté spirituel, à savoir les gens qui... alors, c'est quoi aujourd'hui la franc-maçonnerie pour la plupart des gens? C'est quand vous avez fait... c'est un peu caricatural, un peu simpliste, si vous voulez, mais pour définir en gros, c'est quand vous avez fait votre vie, vous avez considéré que vous avez réussi votre vie professionnelle, votre statut social, votre famille et autres, il arrive tôt ou tard un moment où vous dites, mais dans le fond, et moi là-dedans, moi, qu'est-ce qui se passe? Moi, je suis rien. Moi, j'ai rien fait pour moi, j'ai bossé pour les autres, j'ai travaillé, j'ai développé ma famille, j'ai réussi ci, j'ai réussi ça, j'ai de l'argent ou j'ai pas d'argent, mais... Bon, et après quoi? And so what, comme disent les Américains. Et c'est là où les gens rentrent souvent en maçonnerie, donc vers la quarantaine, cinquantaine, ils rentrent en maçonnerie pour aller y chercher quelque chose. La question, c'est, il y a deux éléments. Dans un monde qui est très individualiste aujourd'hui, où c'est du chacun pour soi, les gens, ils ont besoin de se retrouver.
avec des gens avec qui ils puissent parler sans se faire tomber dessus, sans se faire insulter, si vous voulez. Un monde qui est sans sectarisme, voilà, qui est ouvert et tolérant. Hein. Donc, ils se retrouvent dans des loges où la tolérance est pratiquée par tout le monde, on écoute tout le monde, on admet les idées de tout le monde, on n'approuve pas forcément, on les admet, on pratique la discussion et on essaie de s'entraider, de s'aider. Hein, bon. Donc, ils trouvent un monde qui est très différent du monde moderne, mais qui en même temps va leur permettre, alors, à côté de ça, de travailler sur des thèmes philosophiques, symboliques et autres, qui vont leur permettre de réfléchir à leur vie, à la finalité de la vie, que ce soit ensuite avec l'appui d'une religion, parce que c'est bien ça, soit quand on est athée, parce que chez les francs-maçons, vous pouvez avoir votre propre religion ou être athée, ça n'a aucune importance. Ce qu'on vous demande, c'est d'être laïque. C'est ça le concept de laïcité, le concept de laïcité qui est un concept essentiel en maçonnerie et qui aujourd'hui est relancé, mais est mal relancé avec tous les problèmes qu'on a, et si on pourra en parler si vous voulez, il est mal relancé parce que les gens confondent laïcité et sectarisme. C'est-à-dire que la laïcité, c'est vous pouvez pratiquer chez vous la religion que vous voulez, vous pouvez croire ce que vous voulez, tout ce que vous voulez, ça n'a aucune importance. Si c'est chez vous, il n'y a aucun problème. Mais si c'est dans un lieu commun, c'est-à-dire la République, ou dans une loge, hein, ou dans une réunion haute, alors là, vous devez respecter les autres, donc vous ne devez pas imposer votre vision. À la rigueur, vous pouvez en discuter, mais vous ne devez pas l'imposer. Voilà, c'est ça. Voilà ce que je peux dire sur la maçonnerie. Et dans cet esprit-là, ça marche de mieux en mieux, on s'aperçoit. Et ce qui est curieux, c'est qu'on commence à voir arriver des jeunes générations qui viennent plus tôt qu'avant, parce qu'ils sont beaucoup plus perdus qu'avant du fait qu'ils sont totalement isolés dans le monde moderne. Voilà. L'idée que des rites maçonniques existent est-elle fondée ? Alors, ah oui, mais alors le rite, mais il faut savoir ce que c'est qu'un rite. Le rite, c'est pas un truc satanique. Hein. Le rite, c'est une série, enfin, ce sont des textes hein, qu'on lit, mais qui ont des références symboliques et qui vont faire que, alors c'est un grand mot, parce que surtout que je vais vous parler de laïcité, mais en réalité, le rite va vous permettre de sacraliser l'endroit où vous êtes. Pour qu'on puisse s'exprimer librement quelque part, il faut que tout le monde soit d'accord pour jouer des règles du jeu. Le rite, c'est ce qui va permettre à chacun d'échanger en respectant les règles du jeu total. Il y a un certain nombre de règles, si vous voulez, voilà, de règles. Et ces règles, ça commence quand on rentre en maçonnerie en jurant que toujours on respectera les règles et les lois de la République. Déjà. Hein Et quand on est dans ce qu'on appelle l'agape, ou quand on boit dans les agapes au repas fraternel des frères, hein, le premier toast qu'on porte, c'est au président de la République française et à tous les souverains et présidents qui soutiennent la franc-maçonnerie. C'est vous dire qu'on n'est pas du tout révolutionnaire et tout, c'est pas du tout ça. Ça va beaucoup plus loin. La franc-maçonnerie a-t-elle été remplacée par le Forum économique mondial, par exemple ? Non, alors il y a eu effectivement derrière, si vous voulez, il y a eu quand un certain nombre de groupes de pression se sont rendus compte que la franc-maçonnerie au niveau international, hein, puis il y a des grandes loges partout, dans le monde entier, principalement dans les pays occidentaux, mais en Afrique, en Amérique du Sud, partout il y en a. Hein. Quand on a vu l'influence de ces grandes loges partout, il y en a d'autres qui se sont dit, mais est-ce qu'on ne peut pas adapter ce qu'ils font à nos visions? Alors effectivement, il y a les groupes, hein, les associations, mais quand vous êtes uniquement économique, ça n'a rien à voir, si vous voulez, parce que vous restez dans des problèmes contingents, alors que quand vous êtes franc-maçon, vous ne restez pas là-dessus. L'économique, c'est pas l'important. L'économique n'est pour le franc-maçon, l'économique n'est qu'un moyen pour améliorer la vie des citoyens. Le problème, c'est l'amélioration de la vie de chacun d'entre nous. Comment faire pour améliorer la vie de chacun d'entre nous? Et en comprenant que l'argent n'est pas le seul moyen, loin de là, contrairement, c'est ce que vous nous faites croire, la civilisation moderne. Matérialiste. Très matérialiste, trop matérialiste. Hein, les francs-maçons sont, quoi qu'on en dise, sont spiritualistes. Même au Géo, si vous voulez, les plus matérialistes du Géo sont déjà des spiritualistes. C'est ça qui est pas toujours facile à comprendre, mais c'est comme ça. Ceci dit, il y a
il y a quand même, comment dirais-je, des idéologies au Forum économique mondial, par exemple, ou dans des think tanks qui ne réfléchissent pas mais ça, vous pouvez avoir toutes les idéologies que vous voulez. En franc-maçonnerie, il n'y a pas d'idéologie, puisqu'on écoute tout le monde, on est fraternel, on est tolérant et fraternel. Mais il y a effectivement les autres, si vous voulez, la différence entre des associations, je dirais, politiques, politico-philosophiques, ou des sectes d'ailleurs, c'est pas ou même des religions, c'est qu'il y a une idéologie que vous êtes obligé d'accepter. Alors qu'en franc-maçonnerie, non, il n'y a pas d'idéologie. Une fois que vous avez accepté le rituel qui permet la discussion et les échanges, qui permet de travailler ensemble et de réfléchir ensemble, parce que c'est le cadre, une fois que vous avez accepté le cadre, après vous êtes libre de faire ce que vous voulez, y compris de partir, ce qui n'est pas possible dans une secte. Vous êtes libre, alors que, effectivement, dans beaucoup d'organisations humaines, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc, comme effectivement les forums et autres, qui ont l'ambition de peut-être de créer une Bible transhumaniste. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Oui, non, alors nous, c'est pas du... Oui, j'ai entendu parler de transhumanisme. Non, moi je crois que... non, les francs-maçons, on ne peut pas dire les francs-maçons ne sont pas transhumanistes pour une raison très simple, c'est que, par essence, si vous voulez, puisque pour nous, on peut dire... l'homme est une création magnifique et qui peut s'élever, qui peut s'améliorer encore, si vous voulez. Donc, dans cette recherche d'amélioration permanente de l'individu dans toutes ses facettes, c'est pas du tout le transhumanisme. Nous, on est centré sur l'homme, sur l'humain, si vous voulez. Et parce qu'on pense que chaque individu, chaque homme, chaque femme, chaque être humain, si vous voulez, a de vraies capacités qu'il ignore, qu'il peut développer, qui lui permettront de mieux vivre, qui lui permettront de mieux se sentir, de mieux comprendre qu'il est sur Terre pour une période temporaire, mais qu'il peut remplir très bien. Ensuite, il y a ceux qui vont vous dire « mais derrière, il y a autre chose ou pas », mais c'est pas important, parce que qu'on soit athée ou qu'on soit croyant, de toute manière, on va vivre mieux sa vie, et je dirais même sa mort. Parce qu'on perd la peur de la mort. Un bon franc-maçon qui est arrivé au bout du chemin de la réflexion, il n'a pas peur de la mort parce qu'il sait que ce n'est qu'une étape. Très bien. Évidemment, ça va très loin par rapport à... Vous voyez qu'on est loin de la politique, là. Très loin, très au-dessus même. Ouais. Vous avez récemment reçu une seconde Légion d'honneur en étant cité par cette officine de l'État qui s'appelle Conspiracy Watch. J'espère que c'est pas l'État, parce qu'avec un nom anglais, quand même, c'est un peu affligeant en France. Selon vous, la Russie a-t-elle gagné? Alors, d'abord, c'est un tissu d'ânerie. Ce qu'ils ont écrit sur moi, c'est un tissu d'ânerie. Mais si vous voulez, qu'est-ce que vous voulez, quand vous voulez tuer votre chien, vous l'accusez de la rage. Absolument. C'est comme ça. Je crois que ce que m'ont pas pardonné les pro-américains, parce que c'est ça. Alors que j'ai fait mes études aux États-Unis, vous l'avez dit tout à l'heure, une partie de mes études aux États-Unis, à Stanford, donc qui n'est pas la plus mauvaise université américaine, que j'ai plein d'amis américains. Donc, si vous voulez, bon, c'est un peu stupide tout ça, mais enfin bon, peu importe. Non, ce qui est sûr, si vous voulez, sur l'Ukraine, on est face à une situation invraisemblable en définitive. Depuis le début dans cette affaire. Il ne s'agit pas de dire c'est la faute des uns, la guerre est la faute des uns, la faute des autres, c'est pas ça du tout. À partir du moment où la guerre a commencé, on a très vite su, beaucoup plus vite qu'on ne le pensait d'ailleurs, que les deux parties ne pouvaient pas gagner. Pour de multiples raisons, si vous voulez. Parce que pour qu'une puisse gagner, il fallait qu'elle s'implique totalement, mais avec toutes les armes dont elle pouvait disposer. Or, si elle dispose de toutes les armes, on arrive à la fin du côté russe à l'utilisation du nucléaire. Et il est évident qu'en Europe, on ne peut pas envisager l'utilisation du nucléaire parce qu'une bombe qui explose à Kiev, on aura des retombées à Paris. Je ne sais pas si vous vous souvenez de l'affaire de la centrale nucléaire. Tchernobyl. Exactement.
du Tchernobyl, dont les Français avaient dit non, le nuage radioactif, il est passé à côté de la frontière, mais il n'est pas rentré en France, c'est pas vrai. Ah non, il a fait à l'époque, demi-tour. c'était un secret d'État, mais il est rentré en France. Il y a eu une radioactivité très importante dans les montagnes et les alpages des Alpes. Bon, mesuré au compteur Gégère, donc si vous voulez, il n'y a pas de secret. On ne peut pas se permettre ça. Bon. Et d'un autre côté, les Russes, ils ne peuvent pas se permettre non plus de prendre une bombe nucléaire de la part des Occidentaux, pour les mêmes raisons. Hein? Donc, si vous voulez, d'entrée, on savait que cette guerre, elle était forcément limitée, du point de vue des Européens et du point de vue des Russes. Il y avait un intérêt à ce qu'elle soit une guerre localisée. Bon. Et si on reste sur des moyens classiques, je dirais, de guerre, on a vu très vite que les deux camps se neutralisaient plus ou moins. Bon. Donc, à partir de ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé? Dans un premier temps, on a eu, très vite, 2 mois après le début de la guerre, près d'Ankara, dans un port à côté d'Ankara en Turquie, les Ukrainiens et les Russes ont négocié, directement entre eux, une possibilité d'arrêt de la guerre. Et ils ont trouvé un terrain d'entente. Un journal récent, je ne sais plus s'il est anglo-saxon ou d'ailleurs même français, je crois qu'il y a eu des reproductions en France, a donné les textes de cet accord. Et on voit que les Russes, ils ne demandaient pas grand-chose. Enfin, ils demandaient les provinces russophones du Donbass, dont la Crimée. Bon. C'est tout. Bon. On sait que ça a été raconté par les Américains, par tout le monde. Donc, si vous voulez, c'est pas une invention complotiste. Hein. Quand les négociateurs ukrainiens sont venus voir Zelensky, Zelensky a dit « ouais, c'est pas une mauvaise solution ». Parce que ça réglait le problème. Mais Boris Johnson, ça s'est prouvé, est venu et a dit à Zelensky « il faut surtout pas, il faut faire la guerre ». Parce que lui était poussé par les néoconservateurs américains qui depuis très longtemps, depuis 1992, depuis le bouquin de Brzezinski sur le monde tel qu'il doit être, ont poussé à ce que on déstabilise l'Ukraine comme un coin pour rentrer dans la Russie et déstabiliser la Russie. Bon. Donc, à ce moment-là, 2 mois et demi après, on savait que les deux parties, en définitive, ils savaient très bien la fin de l'histoire. La fin de l'histoire, c'est la partie russophone aux Russes et le reste à la partie ce qui correspond, n'en déplaise à beaucoup, à l'histoire de l'Ukraine. Parce que l'Ukraine, elle n'a été rassemblée comme aujourd'hui, en 2 temps, en 1918, à la chute de l'Empire austro-hongrois, après la fin de la guerre de 14-18, où on a récupéré le morceau allemand, austro-hongrois, de l'Ukraine pour l'ajouter à l'autre partie, et on a récupéré aussi une partie de la Pologne, la partie ukrainienne de la Pologne, qu'on appelle la Galice, et qu'on a récupéré aussi. Donc, si vous voulez, en réalité, l'Ukraine, c'est un pays qui a 40 ans, qui a maintenant, maintenant il a 100 ans d'âge dans son format actuel. Mais il n'a jamais été comme ça avant. Donc, en définitive, la séparation entre la partie russophone et l'autre, on ne fait que reproduire ce qui existait jusqu'en 1918. Vous voyez, donc il faut voir tout ça. Et en plus, ça explique beaucoup de choses sur tout ce qui s'est passé après. Mais si ça vous intéresse, on peut en reparler, parce que c'est vraiment... Ça permet de bien comprendre ce qui se passe. Bon, donc on continue la guerre. Que dit, au mois de septembre, un peu, le général Miley, chef d'état-major de l'armée américaine, excusez-moi, là quand même, et il fait une déclaration officielle. Et il dit... il faut trouver une solution négociée, parce qu'on ne peut pas gagner. Quand même, chef d'état-major de l'armée américaine, donc il est supérieur aux gens de l'OTAN. D'accord ? Bon, et lui, il dit ça, Miley. Et il n'a jamais changé d'idée jusqu'à son départ il y a 3 mois. Il a toujours dit, il faut négocier, la guerre en Ukraine, on ne peut pas la gagner, il faut négocier. Bon. Quand vous voyez le général Zaloujny, c'est quand même, qui a été viré par Zelensky, parce qu'il devenait trop populaire, et que s'il y avait eu une élection présidentielle, Zelensky était battu et c'est Zaloujny qui était élu président. C'est pour ça que Zelensky n'a pas voulu faire d'élection présidentielle, et c'est pour ça qu'il a viré Zaloujny.
Bon, Zaloujny, chef d'état-major de l'armée ukrainienne, apprécié par tout le monde, qu'est-ce qu'il a dit dans une interview à l'Observer, dans le journal anglo-saxon? Il a dit « Nous sommes dans une impasse ». Pour un militaire, ça veut dire quoi? Ça veut dire on ne peut plus ni avancer ni reculer, il faut trouver une solution. Donc, moi, je passe depuis cette négociation loupée par la faute de Boris Johnson, et depuis les déclarations des Américains, moi je dis, c'est simple. Moi je me fie à ceux qui sont les plus importants et qui jugent les choses sur le terrain. À l'évidence, il faut faire une négociation sur la ligne de front. Et la ligne de front correspond à peu près aux 4 provinces, aux provinces russophones. Voilà. Donc si vous voulez, moi je n'ai jamais changé de message. Alors après on vous dit, ah mais vous êtes pro-russe. Non, je ne suis pas pro-russe du tout. Parce que je pense que dans cette affaire-là, d'abord, je pense que les Russes, ils l'ont fait, ils ont annoncé qu'ils allaient faire ça, qu'ils allaient réagir. Très longtemps avant, ils avaient annoncé qu'ils n'accepteraient pas qu'on essaie de faire quelque chose là-bas. Bon, donc on savait qu'on jouait avec le feu et que tôt ou tard, il risquait d'avoir quelque chose. Bon, ça s'est passé. Bon, je dis maintenant, il faut arrêter de s'amuser, il faut être sérieux, on calme le jeu. Vous êtes pro-réel. Mais voilà, et je m'en vante. Moi, je suis un ancien officier de renseignement, directeur du renseignement, vous l'avez rappelé. J'étais numéro 2 de la maison et je m'occupais du renseignement. Bon, j'ai été patron de l'intelligence économique, donc du renseignement économique en France pendant quand même un certain nombre d'années. Bon, je suis donc un gars qui, par essence, a une formation factuelle. Moi, je ne crois pas aux émotions, si vous voulez. Je suis froid comme un glaçon quand j'analyse une situation. Parce que justement, le drame de notre situation actuelle, et ce qui se passe en France en particulier, c'est qu'on se laisse manipuler par l'émotion. Alors évidemment, on voit un truc, on dit « mais c'est épouvantable ». C'est épouvantable, c'est inacceptable, donc il faut réagir. Et réagir comment? Alors on voit là tous les va-t-en-guerre, mais les gens oublient une chose. Et moi, c'est ce qui me frappe actuellement, entre parenthèses, sur la guerre, c'est que quand vous dites « il faut faire la guerre », moi je suis frappé. Ceux qui disent ça, 90%, sont des gens qui ne l'ont jamais faite et qui n'ont même jamais vu. Parce que s'ils avaient été dans un territoire de guerre, ils avaient vu l'horreur que c'est qu'une guerre, ils hésiteraient à 2 fois à dire qu'il faut faire la guerre. Parce que la guerre, c'est une horreur. Il y a des morts, il y a des blessés. Et il n'y a pas uniquement des militaires qui se font tuer. Il y a des civils, il y a des femmes, il y a des gosses. C'est une horreur, la guerre. C'est pas beau, la guerre. Donc, la guerre, c'est un pis-aller. Or, nous sommes dans un système de fuite en avant. Il n'y a pas d'autre terme. Or là, chez nous, la solution de la guerre est devenue une fuite en avant. Alors qu'au contraire, le courage, le vrai courage, c'est de regarder les choses en face et de dire « il faut négocier ». Dans les négociations, on perdra un peu, ils perdront un peu, mais en définitive, on trouvera un équilibre et ça sauvera la vie des gens. Vous vous rendez compte que moi, quand j'ai commencé à dire « il faut qu'on fasse la paix sur la ligne de front », depuis, on estime, la réalité, ce n'est pas les chiffres, Zelensky l'a menti effrontément, Zelensky sur les morts. On estime qu'entre les Russes et les Ukrainiens, en gros, aujourd'hui, il y a au minimum 500 000 morts et blessés, en tout. Moitié-moitié, il ne faut pas raconter d'histoire. Les Ukrainiens, ils n'ont pas tué plus de Russes, c'est pas vrai, c'est de la propagande, mais de l'autre côté non plus. Donc tout le monde manipule, c'est normal, ils font de la propagande de guerre. Ce qu'il y a, c'est qu'il ne faut pas, nous, qu'on se fasse manipuler par la propagande de guerre qui est faite et par un côté et par l'autre. Il ne faut surtout pas y croire. Parce que sinon, on est piégé. On tombe dans le jeu et c'est ce qu'ils cherchent. Et donc, c'est pour ça qu'il faut négocier. Et c'est là. Et tout le monde. Alors, vous prenez. Alors, ça m'amuse en France parce que dans pas mal de journaux ou de déclarations, j'entends, on me dit « ah, c'est scandaleux, les militaires en majorité sont pro-russes ». Mais ils ne sont pas pro-russes, les militaires. La majorité, ils ne sont pas pro-russes, ils sont pour la paix, comme moi. Parce qu'ils savent que c'est toujours meilleur que de faire une guerre qui va coûter des quantités de gens. Et d'autant plus, alors si on parle de la France, quand on a fait la guerre en Afghanistan, au Sahel, avec Barkhane et tout ça, chaque fois qu'on a eu 1, 2 ou quelques soldats, soldates, officiers, qui se sont fait tuer, ça nous a fait un choc. D'ailleurs, on en parlait, le soldat un tel, la caporale un tel, la sergent un tel, le commandant un tel, la capitaine un tel, se sont fait tuer. On en parlait, il y avait leurs photos à la télévision.
1, 2 ou 3 ou 4. Imaginez si tous les jours on doit annoncer 200 ou 300 morts. Parce que c'est ça actuellement là-bas. Vous nous voyez annoncer 200 ou 300 morts tous les jours? Est-ce qu'on est prêt à mourir pour l'Ukraine dans ces conditions-là, alors qu'on sait qu'on peut trouver une solution négociée qui arrêtera le combat tout de suite? Et à un moment, il faut dire stop. Et là, peut-être qu'on en reparlera après, mais quand vous voyez... Ce qui est encore pire dans cette affaire-là, c'est que nous, on le dit maintenant, et on sait qu'à la fin de l'année, quand Trump va être élu, parce que ça, on pourra en parler, si vous voulez, il y a toutes les chances maintenant qu'il soit élu, alors qu'on apprécie ou qu'on n'apprécie pas Trump. Moi, ce qui m'a intéressé, c'est sa déclaration il y a 2 mois, où il a dit « Moi, si je suis élu, j'appelle Poutine, et avant la fin de l'année, la guerre est arrêtée. » Alors, et on aura fait combien de morts en plus? À 100 ou 200 par jour? Combien de pauvres types et de pauvres filles vont se faire massacrer encore jusqu'à la fin de l'année pour rien? Parce qu'on terminera, ça je prends le pari maintenant, on terminera sur les bases de négociation qui ont été celles il y a 2 ans. Donc c'est 2 ans de guerre pour rien. Alors si c'est être pro-russe que de dire ça, bon, moi je ne sais pas ce que c'est. D'ailleurs, qu'est-ce que vous répondez aux médias traditionnels qui assènent cette affirmation « Poutine aurait envie d'envahir l'Europe » ? Mais c'est absurde. Si vous voulez. Mais là aussi, si vous voulez, Poutine, je n'ai pas dit que c'est un ange, c'est pas un ange, loin de là, loin de là. Et comme tous les chefs d'État, plus le temps passe, et plus en plus, il a les chevilles qui enflent, et la tête aussi, ça c'est clair, ça fait partie du jeu, si je peux dire. Mais, il faut relire, dans la vie, il faut quand même lire les déclarations des uns ou des autres avant de dire n'importe quoi. Poutine, quand il n'était pas chef de l'État, quand il était avant, qu'est-ce qu'il disait? Il a dit, en 2000, Poutine a dit « Je veux rentrer dans l'OTAN et dans l'Union européenne ». Tout le monde l'a oublié. Et c'est Mme Merkel qui a dit « N'en est pas question ». Si on avait laissé rentrer Poutine dans l'Union européenne et dans l'OTAN en 2000, où on en serait aujourd'hui avec la Russie? Vous vous rendez compte de quelle erreur stratégique ça a été? Il voulait venir avec nous, il sortait de la libération qu'on connaît, il voulait venir avec nous, on les a refusés. C'est le cauchemar des États-Unis. Ouais. Et pourquoi? Justement, j'y arrive, c'est parce que les Américains, la stratégie américaine, depuis Mahan, depuis Mackinder, enfin les grands stratèges américains qui ont défini la stratégie américaine depuis 100 ans, 150 ans, qu'on enseigne à West Point, qu'on enseigne dans toutes les grandes écoles américaines militaires, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit, il faut par tous les moyens empêcher qu'il se crée en Europe un axe Allemagne-Russie qui serait suffisamment puissant pour nous tenir tête. C'est ça le truc. Et c'est ça. Et c'est pour ça que dans la guerre en Ukraine, le grand perdant, nous on prend des coups, mais le grand perdant de la guerre en Ukraine, c'est pas la France, c'est l'Allemagne. En parlant de l'Allemagne et son gaz, Nord Stream. Exactement. Qui est le coupable? Oh ben c'est clair, c'est américain, il n'y a pas photo. Et alors vous voyez là encore, c'est très intéressant l'affaire Nord Stream, parce que bien sûr, devant les levées de boucliers de tous les pays européens qui ont dit « Qu'est-ce que c'est que cette histoire, c'est scandaleux », tous les gouvernements ont dit vertueusement « On va faire une enquête ». Alors vous avez eu les Allemands, on lance une enquête, les Norvégiens, on lance une... Ils ont tous lancé des enquêtes. Bizarre. Aucune enquête n'a publié de résultats. Toutes s'arrêtent en disant « Non, on a fait l'enquête, bon ben ça va, non, il n'y a rien à dire ». Ou non, on ne veut pas publier les résultats. Ben non, mais pourquoi ? Parce que, évidemment, c'est très gênant pour les pays européens membres de l'OTAN d'avouer que c'est un membre de l'OTAN qui a saboté le truc pour une raison évidente. C'est pour empêcher les Allemands d'avoir du gaz et ruiner l'économie allemande. Et ils ont réussi. Bravo. Les Américains ont réussi à mettre en œuvre en Allemagne la stratégie qui est la leur au niveau international sur l'Europe. Très bien. Moi, je dis, je serais américain. J'ai dit tout à l'heure que j'ai fait mes études là-bas et j'ai beaucoup d'amis américains. Je leur dis toujours, moi, quand on m'interroge aux États-Unis, je dis, mais moi, je vivrais aux États-Unis, mais je serais fier de mon pays, très fier de l'Amérique, et j'applaudirais des deux mains quand on fait sauter le Nord Stream. Parce que je dirais, ça, c'est l'intérêt de l'Amérique, et moi, je défends l'intérêt de mon pays. Seulement, je ne suis pas américain, je suis français, et en France, le coup du Nord Stream, ça n'a pas été bon du tout. Du tout. D'ailleurs, des industries allemandes partent aux États-Unis. Ah ben, et alors voilà. Alors en plus, c'est là, mais ça, c'est là où on voit ce que c'est qu'une vraie stratégie. Hein. D'un côté, on fait sauter le Nord Stream, et d'un autre côté, on dit aux sociétés allemandes, dites, vous avez vu maintenant, on vous fait payer le gaz américain, parce que c'est du gaz américain qui arrive, hein, entre parenthèses, du gaz de schiste. Hein. Oui.
Alors que nous, on a interdit en France, sous la pression des ONG, comme par hasard, on a interdit la prospection et la vente de gaz de schiste. Donc, on applique à nous-mêmes, en important du gaz de schiste, quelque chose qu'on a interdit sur le territoire national. Pas très logique tout ça, non ? Pas du tout. Vous voyez ? Un gaz beaucoup plus cher et polluant. Et voilà. Et il est beaucoup plus cher parce que le prix que nous pratiquons, que nous payons à l'Amérique, est plus élevé que le prix pratiqué aux États-Unis entre eux. Ça, on n'en parle pas de ça. Et c'est pourtant ça. Parce que c'est normal, les Américains, ils ont fait du business. Vous êtes obligés de passer par nous, on augmente les prix. Et ce n'est pas les autres vendeurs de gaz qui vont s'en plaindre, puisque tout le monde en bénéficie. Est-ce que vous voyez une filiation entre Victoria Nuland, qui vient de démissionner, et Brzezinski ? Ah oui. Ah oui, ô combien, oui, ô combien. C'est, si vous voulez, ce qu'il faut bien... Alors là, je vais revenir aussi sur... ce qu'il faut bien comprendre aux États-Unis, c'est que l'Amérique, essentiellement, et y compris les politiques américains, sont américains. C'est-à-dire que ce qui les intéresse, c'est l'Amérique, c'est les États-Unis, à la rigueur un peu le Canada et le Mexique, mais enfin en dehors de ça, non. L'Amérique, c'est un tout, et ils sont dans ce tout. Quand vous allez voir les gars, les habitants du Wisconsin ou de l'Oklahoma, autant vous dire qu'ils sont incapables, la plupart d'entre eux, j'ai fait des tests quand j'étais là-bas, vous leur dites où est la France sur une carte d'Europe, ils sont incapables de dire où est la France. Et pourtant, ils ont fait le débarquement le 6 juin 1944. Vous voyez ? Mais ils ne savent pas où ça s'est passé. Pour eux, ça va. Quand ils vous montrent où ça se passe, ça va du cercle polaire jusqu'au Maroc, en gros. Bon, ils sont paumés. Parce qu'eux sont concentrés sur l'Amérique. Ils ne sont pas du tout sur l'extérieur. Et ça, il faut bien comprendre. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a eu, avec l'Union soviétique, et avec l'invasion des pays qui sont maintenant libérés, les pays de l'Est par la Russie en 1944, il y a eu toute une série, et avant avec Hitler aussi, qui avait occupé aussi cette zone-là, il y a toute une grande quantité de gens, de citoyens des pays du nord de l'Europe qui sont partis aux États-Unis. On parle toujours de les États-Unis comme, si vous voulez, les Italiens qui sont partis en masse au début du siècle dernier. On parle des Anglais, évidemment, avant, le Mayflower et tout ça, mais on ne parle pas de l'arrivée entre 40 et les années 50 d'une masse très importante de gens venus des pays de l'Est ou des anciens pays de l'Est. Qu'est-ce qui s'est passé ? Ces gens-là, eux, ils connaissaient parfaitement le problème de l'Europe, parce qu'ils en sortaient. Et ils avaient une revanche à prendre, parce qu'ils avaient été chassés d'Europe. Et là, on voit apparaître toute une série de grands diplomates ou de grands stratèges politiques américains, avec Madeleine Albright, qui était avec Kissinger, mais il y avait Madeleine Albright, qui était redoutable. Redoutable. On a vu arriver Brzezinski, qui a écrit un livre qui explique, c'est la doctrine des néoconservateurs. Et on a eu avec lui, après on a eu Kagan, le patron des néoconservateurs, dont la femme est Victoria Nuland, la fameuse Victoria Nuland qui vient de se faire débarquer du département d'État et qui était l'ambassadrice de l'OTAN en Ukraine en 2014, au moment de l'affaire de Maïdan. Et là aussi, c'est très intéressant, parce que Victoria Nuland, on vous dit « Ah, vous êtes complotiste de dire que cette femme est dans... » Pas du tout. Moi, je dis simplement, une fois de plus, je suis factuel, je dis « Allez dans les archives du Congrès américain. » Elle a déposé, au mois de février ou mars 2021, elle a été interviewée, en 22, elle a été interviewée en commission sur l'affaire de Maïdan et par les congressistes américains. Et qui lui ont dit, madame, racontez. Elle a tout raconté, parce que sous serment, là c'est sous serment, ils n'ont pas de mentir. Elle a raconté, elle a dit on avait mis 5 milliards de dollars pour renverser le gouvernement en place. Elle l'a confirmé. Elle a expliqué comment elle faisait pour réanimer les gens sur la place Maïdan. Elle a expliqué comment elle a cassé, avec l'aide du gouvernement en place, elle a cassé les accords de Minsk signés par la France, l'Ukraine, la Russie et l'Allemagne. Donc, si vous voulez, elle a tout expliqué sur le début.
Et donc c'est Madame Kagan. Donc c'est une pure néoconservatrice. Hein, et entre parenthèses, Anthony Blinken, il fait aussi partie de la même équipe. Donc si vous voulez, c'est là où on se... Quand vous ne savez pas tout ça, moi je comprends très bien que les gens ils ne savent pas, ils ne comprennent pas, mais qu'ils aillent s'informer. Parce que s'ils vont sur place ou s'ils regardent, qu'ils lisent, hein, c'est facile, c'est du factuel. Hein. Moi, c'est pas de l'invention satanique pour défendre les Russes, pas du tout. Hein. Mais je dis, soyez factuels, lisez, et vous allez comprendre ce qui s'est passé. Et ça nous explique beaucoup de choses. Vous voyez ? Absolument. Voilà. Et alors, il y a Nuland, il y a Kagan, mais il y en a plein d'autres. Il y a tout un groupe de gens, essentiellement d'origine polonaise, hein, et qui sont très influents dans la stratégie américaine au niveau international. Alors maintenant, ils sont un peu remplacés par des origines indiennes, hein, comme Nikki Haley et autres, qui sont d'origine indienne, et ça change un peu. Mais pendant 30 ans, 40 ans, ce sont les néoconservateurs issus des pays de l'Est, les familles venues des pays de l'Est, qui ont mené la danse et qui mènent encore la danse au niveau international pour les États-Unis. Qui ont créé Hollywood aussi. Exactement. Ah oui, ça aussi. Et c'est quand même une puissance, le soft power, c'est-à-dire formater les esprits. C'est une puissance énorme. Attendez, Hollywood est un moyen de véhiculer les idées américaines, avec d'ailleurs une capacité sur Hollywood qui est fantastique, je trouve, c'est que même sur leur défaite, ils sont capables d'assumer les choses. Ils ont fait des films sur le Vietnam absolument magnifiques. Hein. Bon, certains, hein, pas tous. Hein. Mais ils ont fait des films magnifiques qui posent de vraies questions. Mais ils ont le courage de faire leur autocritique, si je peux dire. C'est là leur force. Alors bien sûr, l'autocritique se termine toujours quand même par l'Amérique est meilleure que les autres. Hein, ça, c'est normal. Mais on ne peut pas leur demander quand même, en plus, de se flageller. Mais on a bien nous, on n'est pas capable de le faire. C'est plus compliqué. On n'a jamais été capable de le faire. Ouais. C'est compliqué. Oliver Stone a été capable de faire un film qui s'appelle JFK et qui a quand même... Sur John Fitzgerald Kennedy et la balle magique. Ah oui, mais vous voyez, par exemple, sur Kennedy, là aussi, bon, alors là, quand vous parlez de Kennedy, aujourd'hui, en France, on vous dit complotiste. C'est effarant, parce que... c'est effarant. Il faut relire tout ce qui est paru ces dernières années sur l'affaire Kennedy aux États-Unis. Hein. Tout le monde sait que c'est pas uniquement un tireur tout seul. J'espère, à part Conspiracy Watch, j'espère qu'il y a quand même que les Français en général savent que il n'y avait pas qu'un tireur sur Kennedy. C'est prouvé, c'est archi-prouvé maintenant. Après, il y a différentes théories sur est-ce que Lyndon Johnson, le vice-président, a été au courant, quel est le niveau d'intégration de la mafia dans cette affaire. Il y a beaucoup de choses qui jouent. La CIA. Je vous fais remarquer, la CIA, c'est une affaire qui est strictement américaine. Hein. Là, on ne parle pas des Russes qui sont intervenus, et pour cause. C'est un problème intérieur aux Américains, mais dans lequel il y a plein de choses qu'il faut savoir, si vous voulez. Hein. Kennedy, il partageait une de ses maîtresses, la plus importante, il l'a partagée avec Sam Giancana, patron de la mafia. Ils avaient la même maîtresse. Alors vous me direz, bon, à quoi ça sert ? Peut-être quand même que ça veut dire quand même qu'il y a peut-être certains liens. Et quand on est lié avec la mafia, on ne sait jamais comment ça se termine. Et mal pour la maîtresse également. Oui, non, mais celle-là, elle a survécu. Celle-là, c'est merveilleux. Elle est très intelligente parce qu'elle a réussi à survivre. Ce qui n'a pas été le cas de la pauvre Marilyn Monroe et de beaucoup d'autres. Hein. Absolument. Oui, c'est ça qu'il faut voir. Hein. J'ai une question justement assez large. Est-ce que, un peu poil à gratter, hein, mais est-ce que la dénazification du monde en 1945 a vraiment eu lieu ? Alors ça c'est très intéressant parce qu'il y a Arte qui a sorti récemment un film là-dessus, et très bon film d'ailleurs, sur les savants nazis. On savait, hein, les services de renseignement, ils sont bien placés pour le savoir. Hein. À la fin de la guerre, les Occidentaux, enfin les Alliés, hein, avaient vu qu'en Allemagne, il y avait eu des choses très intéressantes, sur le plan militaire, hein, je parle, hein, mais qui s'étaient développées. Par exemple, les V1 et les V2, hein, c'était le début du spatial. Or, tout le monde a compris que pour l'avenir, ça allait être très important. Donc, ça intéressait, si vous voulez. Mais il n'y avait pas que ça. Il y avait plein d'autres choses sur lesquelles les Allemands avaient progressé. Les avions à réaction aussi. Hein.
Les premiers avions à réaction, les premiers chasseurs à réaction, c'est les Allemands qui les ont faits, hein, avec leur Messerschmitt. Donc il y a eu... On savait qu'il y avait des choses très intéressantes développées par les Allemands. Donc qu'est-ce qui s'est passé à la fin de la guerre? Il y a eu des équipes, des services de renseignement, ça a été raconté, donc il y a un film qui en parle pour les Français. Il y a des équipes des services de renseignement américains, anglais, français, qui, pendant que les troupes avançaient en Allemagne, essayaient de récupérer les savants. Hein, c'est comme ça que les Allemands ont récupéré von Braun, par exemple, qui a mis au point Apollo, hein, le père de la fusée qu'on a mis dans la Lune. Toute l'équipe qui était autour, qui a mis au départ les fusées américaines en l'air, c'était les von Braun et son équipe, qui était le patron des V2, hein, de la recherche des V2. En France, on en a récupéré un autre, qui était aussi très bon, hein, et qui a été le père de notre développement spatial au départ. Donc, si vous voulez, pour vous donner un exemple. Hein. Donc oui, on a récupéré des gens, et bien sûr, quand on les a récupérés, évidemment, on ne s'en est pas vanté. Évidemment, on ne s'en est pas vanté. Mais il n'y a pas que là, si vous voulez. Les Russes, ils ont fait pareil. Hein, faut pas tout le monde a fait ça. Tout le monde. Et les services de renseignement, il ne faut pas l'oublier non plus. Quand il y a eu le mur qui s'est fait, quand il y a eu la frontière entre l'Union soviétique, qui était arrivée presque jusqu'à Berlin, qui était arrivée à Berlin, et les Alliés. Bon. Le problème, c'était que nous n'avions plus d'informations, point de vue des services de renseignement, sur les pays de l'Est, puisqu'ils avaient été envahis et que les gens qui étaient sur place, qu'on avait, soit ils étaient repartis en courant vers nous pour se sauver, hein, donc on n'avait plus personne. Et là, qu'est-ce qu'ont fait les services de renseignement européens, les occidentaux, la CIA, à l'époque le SDEC, les Allemands et autres? Ils ont dit, en Allemagne, il n'y a plus de services, puisqu'ils viennent de faire faillite, ils viennent de s'effondrer, hein, l'Allemagne a capitulé. Mais il y a les services allemands de l'amiral Canaris, il reste les types qui étaient très bons. On parle toujours de la Gestapo, mais la Gestapo, c'est la police. Hein. La Gestapo, c'est l'équivalent de la DGSI. Enfin, je dis pas ça comme ça, parce que la DGSI n'a rien à voir avec la Gestapo. Hein, les méthodes de la Gestapo. Mais je veux dire par là, la Gestapo, c'était les services intérieurs. Hein. Mais par contre, sur les services extérieurs, c'était les services de renseignement allemands de l'amiral Canaris, hein, qui étaient remarquables, et qui avaient des quantités d'informations. Donc qu'est-ce qu'on a fait? On a récupéré les réseaux, hein, c'est les fameux réseaux du général Gehlen en Allemagne, le réseau Gehlen. On a récupéré tous les gens qui étaient dans les services de renseignement nazis, parce que c'était des nazis. Hein. On leur a changé leurs identités, les papiers, on leur a fait tout ce qu'il fallait pour qu'ils ne soient pas poursuivis. Et on leur a dit, c'est vous qui allez être le service de renseignement qui informe sur tout ce qui se passe de l'autre côté, parce que vous avez encore des gens là-bas. Et c'est devenu ce qu'on a appelé de 45 à 56 ou 57 les réseaux Gehlen, hein, du nom du général Gehlen, qui commandait ces gens-là. Tous, ils étaient des anciens de l'autre côté. Hein. Bon. Et ensuite, c'est devenu le BND allemand, le service de renseignement allemand. Le service de renseignement allemand a été construit sur le réseau Gehlen. Donc, si vous voulez, oui, bien sûr, on a utilisé les nazis qui étaient utiles à notre profit en oubliant ce qu'ils avaient pu faire à l'époque. Bien sûr, là aussi, c'est un secret pour personne. Enfin, pour ceux qui veulent savoir, bien sûr. Toujours. Toujours la même chose. Hein. Est-ce que les promotions de Young Leaders en France, justement en parlant d'infiltrés, restent un problème, selon vous? Non, si vous voulez, c'est pas un problème à partir du moment où c'est identifié. Moi, que les États-Unis aient créé la Young Leaders, hein, la fondation, les Young Leaders, et chaque année recrutent, hein, par leur fondation, recrutent un certain nombre de jeunes Français brillants, jeunes hommes et femmes, hein, femmes et hommes, brillants, pour leur disant, venez aux États-Unis, on va vous faire une formation, on va vous montrer comment sont les États-Unis. Pourquoi pas, hein. Que les Chinois, parce qu'ils le font aussi maintenant, hein, que les Chinois fassent pareil, pourquoi pas? À partir du moment où on le sait. Mais ne soyons pas dupes. Ce qui me gêne dans tout ça, c'est qu'ensuite, on devrait toujours dire pour ces gens-là, ils ont fait cette formation, donc ils ont des relations particulières, privilégiées avec le pays qui les a traités,
Et donc, dans le futur, il est logique qu'ils prennent des positions qui seront des positions plutôt pro ce pays-là que contre ce pays-là. Mais c'est ça, si vous voulez. Moi, que Mme Belkacem, par exemple, quand elle était ministre, bon, elle est Young Leader, mais très bien. Moi, je trouve que les Américains ont eu l'intelligence d'aller dans les banlieues récupérer des gens, alors que nous, en France, on n'était pas fichus de les former. Bravo, c'est bien joué. Maintenant, il ne faut pas être dupe non plus. Une fois que vous avez été traité, entre parenthèses, les Young Leaders, président Macron était Young Leader, président Sarkozy a été Young Leader. Attendez, la liste parmi les politiques, c'est impressionnant. Hein. Mais ce que je regrette, c'est que ça ne soit pas dit. Moi, ça ne me gêne pas qu'on soit... Si vous voulez, moi, quand je proteste, quand je dis que je ne suis pas pro-russe, mais ça ne me gêne pas qu'on soit pro-russe ou pro-américain. Moi, je prétends que je suis pro-français, mais bon, ça c'est autre chose. Hein. Mais et je comprends que ça gêne, d'ailleurs, parce que justement, ça ne rentre pas dans le cadre. On doit être d'un côté ou de l'autre. Mais chacun a le droit de penser ou d'avoir un système économique. Nous sommes en démocratie, quand même. Hein. La démocratie... Enfin, à ma connaissance, dans notre cas, c'est comme ça que nos pères la définissaient. La démocratie, c'est un lieu où on peut avoir toutes les idées, échanger sur tous les thèmes. Là, vous retrouvez un peu la franc-maçonnerie. C'est pas pour rien, d'ailleurs, que la démocratie a été inspirée, au départ, en 1789, par les francs-maçons. Hein. Bon, donc nous sommes... Et aux États-Unis aussi, d'ailleurs, entre parenthèses, hein, parce que les fondateurs de l'État américain, à commencer par Washington, ils étaient francs-maçons, hein, quand même, il ne faut pas l'oublier. Y compris le président Coca-Cola. Vous voyez, c'est tout vous dire. Hein. Ça, on peut le dire parce que ça a été expliqué après, c'est officiel. Sinon, on n'a pas le droit de donner les noms des francs-maçons, mais quand c'est officiel, c'est autre chose. Mais bon, donc les idées de Washington et de Lafayette, hein, qui étaient aussi francs-maçons, les idées de l'autre côté en France, de Voltaire, de Diderot et de tous les autres, les idées, ils étaient tous inspirés par la franc-maçonnerie. Autour de Napoléon, il y avait toute une série de francs-maçons. Hein. Cambacérès était franc-maçon, Murat était franc-maçon, il y en a plein de francs-maçons. Ses frères étaient francs-maçons. Bon. Donc la démocratie, c'est pouvoir justement que tout le monde puisse s'entendre. La démocratie, c'est pas la pensée unique, et la démocratie, c'est pas de rejet de l'autre. Or, c'est vrai qu'aujourd'hui, la tendance générale, c'est plutôt de rejeter tout ce qui n'est pas de son côté. Et donc, si on revient à mes pro-russes, aux pro-américains ou autres, les Young Leaders, si vous voulez, il n'y a aucun problème que des gens soient Young Leaders d'un côté ou d'un autre. Simplement, il faut le savoir. Parce que, à l'évidence, ils ont un faisceau de sympathie. Vous êtes inquiet d'ailleurs pour la santé de la liberté d'expression actuellement? Moi, je suis très inquiet. Je suis très très inquiet quand je vois la télévision d'État qui refuse de recevoir un certain nombre de gens sous prétexte qu'ils ne sont pas dans les idées qui sont les leurs, de quelque bord que ce soit. Hein. Moi, je suis horrifié. Parce que c'est une négation de la démocratie. Et là, je dis c'est grave, parce que ça veut dire qu'on quitte la démocratie, on quitte les rivages de la démocratie pour entrer dans quelque chose qui n'est pas bon. Qui est une forme de dictature morale, mais une dictature quand même. Puisqu'on n'a plus le droit de penser autrement que... Voilà. Hein. Et justement, des organisations financées par l'État qui dénoncent les gens, le name and shame, comme disent les Américains, c'est pour ça que je pense qu'il y a une inspiration quand même anglo-saxonne. Pour dénoncer des gens, ça me paraît... Enfin, si vous voulez, pour être tout à fait honnête, moi ça me rappelle, malheureusement je dirais, ça me rappelle ce qui se passait pendant la guerre, où tout le monde sait, on a lu les rapports de la Gestapo, que 80% des gens, que ce soit des juifs, que ce soit des résistants ou autres, ont été dénoncés par leurs voisins. Hein. C'est la même chose. Quand vous voyez les organismes comme ça, c'est la même chose. C'est la lettre anonyme, c'est la dénonciation, c'est tout ce qu'il y a de plus horrible dans l'homme. Voilà. Alors si c'est en plus financé par l'État, alors là c'est à pleurer, quoi. C'est-à-dire que l'État est dévoyé. L'État n'est plus un État de droit républicain et démocrate, c'est un État dévoyé. Financé par nous en plus. Mais c'est ce que je dis, c'est effrayant. Totalement. C'est inacceptable. Je voulais faire une parenthèse politique, mais qui va bien au-delà. Qu'est-il arrivé à François Fillon et ses costumes? Ça a été un coup monté? Oui, c'est un coup monté, ça on le sait. Bon, ce qu'il y a, c'est qu'il n'aurait jamais dû tomber dans le piège. Il y a deux choses dans l'affaire François Fillon, si vous voulez. D'un côté, il y a un montage par M. Bourgi,
hein, qui a raconté qu'il avait été voir Nicolas Sarkozy en disant « j'ai une bonne idée, je vais lui donner des costumes à Fillon, comme ça on va l'accuser, machin ». Et Nicolas Sarkozy, d'après ce qui a été raconté par Bourgi, hein, parce que c'est dans les interviews dans la presse qu'il a dit après, hein, il a dit « ouais, alors, Nicolas Sarkozy m'a dit ah, si tu fais ça, ça le tue ». Bon, pour moi, c'est un oui clair et net. Hein. Bon, Bourgi l'a fait, alors ça, donc, c'est un coup monté. D'un autre côté, comment un homme comme François Fillon, qui est un homme intelligent, qui est un homme politique, qui a de l'expérience, a pu tomber dans un piège aussi grossier et accepter de costume. Ça paraît absolument invraisemblable. Donc, si vous voulez, des deux côtés, il y a des trucs qu'on ne comprend pas. Difficile à comprendre. Enfin, faire tomber Fillon, on comprend, mais que lui ait pu tomber sur un truc comme ça paraît incroyable. Alors, c'est vrai, il faut être honnête aussi, jusqu'au bout, c'est vrai aussi que même s'il a fait une faute grave, on n'accepte pas de costume, ça c'est clair, on n'accepte pas des cadeaux comme ça, mais il n'est pas le seul à avoir accepté des costumes, tout comme il n'est pas le seul à avoir sa femme qui travaillait pour lui. Parce que je me souviens à l'époque, quand il y a eu cette campagne, tout de suite, hein, tout ça c'est là où on voit que c'est un coup monté quand même, hein, en disant ouais c'est un scandale, il utilise sa femme et ses enfants. Bon, je me souviens qu'à l'époque, il y avait une étude qui avait été faite, je ne sais plus par qui, par contre je ne me souviens plus exactement, mais en gros, sur les 580, sur le total des députés, les 2/3 des députés de la République utilisaient soit leurs femmes, soit leurs maîtresses, soit leurs enfants pour travailler avec eux. Donc le faire tomber là-dessus, pourquoi on n'a pas publié la liste de tous les députés et sénateurs qui utilisaient la femme, la maîtresse ou les enfants pour travailler avec eux? Parce que là, on voyait que ça tenait pas la route, quoi. Vous auriez mis une égalité des sanctions. Mais oui, exactement. On est d'accord. Et moi, je dis égalité des sanctions. Qu'on le condamne pour ça, moi, très bien, parce que effectivement, est-ce que c'est normal d'utiliser sa femme ça, on peut se discuter. Mais si on le condamne lui, il faut condamner tous les autres. Et bien entendu, ça ne pouvait pas se passer. Puisque dans ceux qui voulaient démolir Fillon, il y en avait qui faisaient ça. Donc c'est là où on voit qu'il y a une justice orientée. Là encore, pour un républicain et démocrate, c'est inacceptable. Pour finir cette interview, qu'est-ce que vous pensez des textes qui passent actuellement, ou qui sont étudiés, ou qui sont adoptés concernant l'IVG, l'euthanasie, la commercialisation des fœtus? Alors ça, c'est un problème très, très sérieux, ça. Bon, sur l'IVG, je pense que, depuis le début, hein, j'avais été, il y a bien longtemps, hein, j'avais été très choqué par le fait, quand je voyais des femmes de tout milieu, de toutes origines, hein, se faire avorter dans des conditions épouvantables, avec tout les risques que ça représentait, tout ça, moi je trouvais ça absolument monstrueux. C'était pas normal, pas humain, quoi, voilà. C'était inhumain d'imposer aux femmes, en plus dans un truc où elles n'étaient pas les seules responsables, hein, ce genre de choses. Donc, pour moi, l'IVG, qui est une proposition de franc-maçon, je le dis tout de suite, je vous rappelle, hein, moi, j'étais pour. Par contre, parce que justement je suis franc-maçon et que donc je considère que chacun a le droit d'avoir ses idées, je pense qu'on n'a pas le droit d'obliger un médecin qui a juré le serment d'Hippocrate. Le serment d'Hippocrate dit que jamais on ne tuera quelqu'un, qu'on est là pour sauver les gens. Donc je comprends très bien qu'un certain nombre de médecins, pas tous d'ailleurs, disent « je ne ferai pas un IVG parce que je considère que l'embryon étant un être humain, je ne tuerai pas un être humain, c'est contraire à mon serment ». Je pense, alors là, quand je vois certains qui disent « il faut les obliger, il faut les condamner et tout », là encore c'est monstrueux, on leur demande de nier, de se parjurer. Hein. Au Moyen-Âge, pour un parjure, on vous coupait la tête. Hein, ou on vous brûlait en place de grève. Hein. Donc il ne faut quand même pas l'oublier. Hein. Le parjure, ce n'est pas acceptable. Dans une société normale, on ne peut pas se renier par rapport à un engagement. Et c'est justement parce qu'on tolère le parjure qu'on a aujourd'hui tant d'incivilités, tant de problèmes. Parce que si vous regardez bien l'origine, c'est parce que les gens, ils s'engagent et ils ne respectent pas leurs engagements. Alors que le principe même d'une communauté humaine, c'est que tu n'es pas obligé de t'engager, mais si tu t'engages, tu respectes ton engagement. C'est ça le principe. Hein. Alors,
Donc ça, c'est privilégié. Pour l'euthanasie, le problème, pour moi, c'est à peu près la même. Il y a une partie, c'est la même chose. Sur la dernière partie, le médecin doit-il donner l'euthanasie à quelqu'un qui le demande? Moi, je dis, le médecin doit pouvoir, lui, personnellement, en son âme et conscience, dire oui ou non. Je pense qu'on n'a pas le droit de dire à un médecin, tu vas faire la piqûre. Parce que s'il ne veut pas, parce que pour des raisons morales, personnelles, hein, pour des engagements qu'il a pris, ou par sa croyance ou autre, il dit je ne veux pas, mais de quel droit on va lui dire on te l'impose? C'est inacceptable. Il y aura toujours des collègues pour le faire à sa place. Exactement. Alors, par contre, oui, puisqu'il y aura toujours des collègues prêts à le faire, parce qu'il y a des gens qui ont des idées différentes et tout, eh ben, à ce moment-là, eh ben, les autres, oui, ben, très bien, qui le pratiquent, et voilà. Alors ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est il faut faire attention à l'euthanasie, si vous voulez, sur un point. Jusqu'à peu près au début du XXe siècle, jusqu'en 1900 à peu près, même un peu après dans les campagnes, hein. Quand on voulait, pour un héritage, on voulait se débarrasser d'un membre de la famille, pour que les autres aient plus, on l'accusait de la folie, on le faisait interner. Et comme en plus on lui faisait des électrochocs et autres choses du même genre, il devenait vraiment fou au bout de quelque temps. Je dis ça pourquoi? Parce qu'il faut faire très attention avec l'euthanasie, qu'on ne favorise pas l'élimination de gens qu'on ne veut pas garder, pour une raison ou pour une autre. La société moderne, en Europe, hein, parce qu'on horrifie les Chinois avec ça d'ailleurs, entre autres, mais la société européenne, elle met ses parents, quand ils vieillissent, on les met à l'EHPAD pour qu'ils meurent, et comme on n'aime pas la mort, on le met le plus loin possible de chez nous. Il meurt avec d'autres qui sont en train de mourir, on ne veut pas savoir. Hein, et les malheureuses, les infirmières, les assistantes de vie qui sont à côté, eh ben, elles accompagnent ces pauvres gens dans la fin de leur vie. Où ils sont abandonnés à 80% par leur... Hein. On va les voir une fois qu'ils sont morts, hein, pour verser une larme, fermer les cercueils et vérifier l'héritage. Bon. Quand il n'a pas été récupéré avant. Bon. Alors, puisque la société française a tendance à rejeter ces anciens, il ne faut pas que des petits malins, et il y en a, se disent ah ben, on ne va pas payer en plus l'EHPAD pendant... Ça coûte cher un EHPAD, hein, on ne va pas payer l'EHPAD pendant des années, disons qu'elle est malade, ou arrivons à la convaincre qu'il faut qu'elle se tue, et on pique. Donc ça, c'est un risque colossal que nous avons aujourd'hui dans cette affaire-là. Et les personnes handicapées, sous tutelle, les enfants placés à l'ASE, l'aide sociale à l'enfance. Toutes ces catégories-là. Tous les fragiles et les catégories les plus fragiles, si vous voulez. Hein, toutes ces catégories-là, il faut faire très attention que dans ce monde d'un égoïsme fou qui est le monde actuel, individualiste et égoïste, on ne pense qu'à soi, eh ben, que les gens disent allez, je vais m'en débarrasser parce que, hein, allez, c'est fini. Et là, c'est une négation de l'être humain, si vous voulez. D'ailleurs, la loi Leonetti n'est-elle pas suffisante? Ah ben moi, je pense que la loi Leonetti était très bien. Alors, on a décidé d'aller plus loin parce que les gens se plaignaient qu'ils ne pouvaient pas mourir en France, il fallait qu'ils aillent en Suisse ou en Belgique pour se faire euthanasier. Bon, la loi Leonetti permet l'euthanasie dans un certain nombre de cas. Alors peut-être qu'elle est mal connue aussi par beaucoup de gens. Hein, mais en tout cas, on devrait l'avoir comme base. Mais aujourd'hui, la nouvelle loi qui se prépare, je sais par des gens qui travaillent dessus, qu'ils essaient de le faire le mieux possible. Ça, on n'a pas de doute là-dessus. Si vous voulez, ceux qui sont en train d'y réfléchir, ils essaient de trouver les solutions les meilleures. Mais il y a un risque énorme que ce soit un moyen d'éliminer tous ceux qui nous gênent. Et ça, alors là, une société qui va là-dedans, elle prend un virage qui est mortel pour la société, hein, pas pour les pauvres gens qui vont disparaître, mais pour la société dans son ensemble. Et je vous disais, les Chinois, moi ça m'a beaucoup intéressé. Je connais bien la Chine. Hein. Et j'étais souvent, depuis très longtemps, la première fois que j'étais en Chine, c'est en 67, sous Mao. C'est vous dire que j'ai vu l'évolution de la Chine. Hein. J'ai tout vu. Hein. Sous Mao, les gardes rouges, j'ai tout vu. Deng Xiaoping, j'ai tout vu. Eh bien, en Chine, que vous puissiez, que des Chinois mettent leurs parents à l'EHPAD, mais c'est la honte absolue, mais pour toute la société.
on ne vous parle plus. On vous considère comme un occidental, un sauvage. Un Londais, comme on les appelle, un Londais, on dit pas possible. Vous ne pouvez pas faire ça à vos parents, c'est eux qui vous ont donné la vie, c'est eux qui vous ont permis de vous être où vous êtes. Vous ne pouvez pas les tuer. C'est barbare. C'est barbare. Et oui, et c'est les barbares, c'est nous. Et pour les Chinois, nous sommes des barbares. Allez, parlez à des Chinois, parlez-leur des anciens, vous allez voir ce qu'ils vont vous dire. Ils vont tous vous dire ce que je viens de vous dire. Ils sont horrifiés par nos pratiques. Alors si en plus, on peut les tuer, alors là, c'est la fin. Ils diront, bah oui, c'est un peuple décadent, ils ne méritent pas de vivre. C'est la chute de l'Empire occidental. Ah ouais. La commercialisation des gamètes et des fœtus, pour finir. Alors là, que des gens veuillent... Bon, là, il y a beaucoup de choses là-dedans, parce que vous avez, la commercialisation, pour permettre à des femmes d'avoir des enfants, pourquoi pas pourquoi pas, parce que c'est vrai qu'il y en a qui ont pour des problèmes, des couples ou des femmes seules qui veulent avoir des enfants, moi je comprends. Moi, je suis déjà plus gêné sur des enfants adoptés par des couples qui ne sont pas... Enfin, je dirais l'enfant marchandise, voilà, qu'on achète, qui a été procréé, qu'on achète. Ça, c'est sur le plan intellectuel, sur le plan moral, si vous voulez. Je ne dis pas que je suis con, je dis que ça me pose déjà un certain nombre de problèmes moraux. Pour être sûr, justement, toujours ce souci de respecter un certain nombre de règles de vie. Et je me dis, est-ce qu'on peut faire ça? Est-ce que, non pas pour ceux qui vont avoir l'enfant, mais pour la femme porteuse. Parce que je me dis, est-ce qu'on peut transformer une femme et un corps humain en une machine, en une production industrielle? En définitive, c'est ça. Parce que quand on voit aujourd'hui ce qui se passe, les femmes qui font des enfants comme ça, elles en font plusieurs, elles en font tous les ans parce que ça rapporte de l'argent et ça fait vivre la famille. Là, je suis gêné, moi, si vous voulez. Là, vous parlez de la gestation pour autrui, la GPA, moi, la marchandisation du corps féminin. C'est ça. Moi, c'est ça qui me gêne. Je comprends la commercialisation des fœtus, si j'ai bien compris. Il y a suite à des avortements, il y a des matières parce qu'on récupère les matières, récupérées. Pour les utiliser dans les cosmétiques ou autres. Oui. Alors ça, vous voyez, cette partie-là me gêne réellement. Philosophiquement. Me gêne moralement. Mais je dis pas, je ne suis pas en train de jeter d'anathème. Je dis, moi, ça me gêne moralement parce que je pense qu'il y a un problème. Vous voyez, je ne suis pas en train de parler, moi, des couples qui adoptent. Je suis en train de parler de la marchandisation du corps de la femme pour faire des enfants pour d'autres. Ce qui me... Là, c'est... Parce que dans nos pays, on a encore un certain nombre de choses, mais dans des pays où des gens sont très pauvres, c'est l'exploitation. Vous savez, moi j'ai connu des pays dans lesquels les pauvres gens, et en Afrique en particulier, mais il n'y a pas qu'en Afrique, où les gens venaient vendre un rein, un poumon, une jambe, parce que, des morceaux, si vous voulez. Pourquoi? Parce qu'ils avaient plus rien, ils n'avaient plus à manger, il fallait qu'ils étaient endettés, ils étaient ruinés, et ils pensaient s'en sortir comme ça. Moi, quand je vois la marchandisation de l'humain, là, je dis, là, il faut arrêter. Là. Vous pensez que l'Occident est arrivé en fin de cycle, avec son hypermatérialisme? Voilà, exactement. Et je crois qu'on est, oui, sur le plan, alors la géopolitique, si vous voulez, puisqu'on parle de géopolitique, moi, sur le plan géopolitique, je pense qu'on est en train de vivre la fin d'un monde. Et c'est une chance extraordinaire. C'est une chance extraordinaire. Parce que, moi, j'avoue, quand je suis né, il y a longtemps maintenant, vous l'avez dit, mais si on m'avait dit que je vivrais la fin d'un monde, du monde occidental, la bascule d'un monde vers un autre, du monde occidental vers le monde des BRICS, les BRICS+, la Chine, l'Inde, qui vont prendre le pouvoir avec leurs règles, avec leurs comportements et tout, j'aurais dit c'est impossible. Nous, ça fait 500 ans qu'on domine le monde, et puis non. En quelques années, et le Covid l'a accéléré, en quelques années, on se retrouve, on est en train de perdre pied. Et parce qu'on est en train de perdre pied, peut-être que l'on voit que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de choses qui sont en train de se passer aujourd'hui, qui sont inacceptables, qu'on ne voyait pas, parce qu'on était dans notre course, on ne voyait pas ce qui se passait, et que maintenant on commence à le voir et à en prendre conscience, mais je dirais c'est trop tard. C'est trop tard parce que on a d'autres gens qui sont... Vous savez,
Moi, à la fois c'est fantastique et c'est affolant. Bon, j'ai rien contre cette dame, mais quand Madame Rousseau dit mais il faut privilégier la paresse ou faire l'éloge de la paresse, mais est-ce qu'elle se rend bien compte que si nous on est en train de pas dire mais il faut pas travailler du tout et être payé par l'État, entre parenthèses, à un moment l'État aura plus d'argent, il faut bien travailler, mais que pendant ce temps-là, hein, les Chinois, ils dorment 35 heures par semaine, le reste du temps ils travaillent. Alors étonnez-vous qu'ils soient en train de gagner la bataille. La réalité, c'est ça, les gens travaillent plus que nous. Les Américains, on les critique, on dit beaucoup de choses. Les Américains, ils ont pas 4 semaines de vacances, plus les RTT et autres. Hein. Ils ont 15 jours au mieux. Au mieux, dans les meilleures sociétés sociales, ils ont 15 jours de vacances. Vous êtes pour un juste milieu? Oui, les gens travaillent. Les gens travaillent. Et ils ont un niveau de vie important, ils gagnent bien leur vie, ils progressent et tout, mais ils travaillent très dur. Et nous, le fait, des pays comme les nôtres en Europe, où on est en train de dire non, il faut travailler, il faut plus travailler, ça, on ne se rend pas compte qu'on est en train de perdre pied, parce que, évidemment, ben, celui qui travaille à côté, c'est lui qui va gagner. Hein. C'est mathématique. Hein. Ça fait partie de l'abrutissement des masses, peut-être, de les maintenir comme ça. Peut-être. Peut-être. Seulement, est-ce que c'est la société qui amène ça? Est-ce que c'est le politique, par les pratiques qu'il utilise, qui amène ça? Est-ce que c'est simplement une usure, un phénomène d'usure des sociétés qui font qu'au bout d'un certain temps, elles disparaissent? Il y a plein de questions à se poser. Hein. Orloff, quand on a fait des études sur la disparition des civilisations, hein, il y a des auteurs, un certain nombre d'auteurs, il y a Diamond, il y a Orloff, enfin, il y en a plusieurs, si vous voulez, qui ont montré que, en définitive, il y a un certain nombre de facteurs qui s'ajoutent les uns aux autres, et à un moment, ah ben, c'est la boule dans l'avalanche. Hein. Au départ, c'est une petite boule, mais au fur et à mesure qu'elle tourne, elle se grossit. À la fin, c'est un truc énorme, et ça déclenche l'avalanche. Et c'est ça qui est en train de se passer. En définitive, on a plein de signaux. Ces signaux s'accumulent. Et au fur et à mesure, la boule, elle se met plus grosse et elle tourne de plus en plus vite. Et à un moment, elle va nous exploser la figure. Donc c'est terrible. Mais d'un autre côté, il y a de formidables opportunités parce que tous ces pays qui, eux, ne sont pas comme nous, ils se développent. Ceux-là, si on est prêt à aller les voir, à parler avec eux comme ils sont, c'est-à-dire non pas d'une manière coloniale en disant « moi je sais, toi tu es juste bon à acheter ce que je te donne et sois content », si on remplace ça par « je viens chez toi pour travailler chez toi, installer des usines chez toi », parce que la valeur ajoutée, il faut qu'elle soit dans ton pays, parce que c'est toi qui as les matières premières, et que je te pique pas ça pour transférer la valeur ajoutée chez moi. Alors, si on est dans ce système-là, qui était le monde moderne, hein, mais non pas vu par les colonialistes, le monde moderne vu par tout le monde, par tous les autres pays, là on a des opportunités extraordinaires, parce que tous ces pays qui se développent, ils attendent quoi? Ils attendent qu'on leur donne un coup de main. Seulement, un coup de main, c'est pas le mépris, c'est pas le coup de pied, c'est pas l'écrasement, c'est autre chose. C'est parler face à face. Hein? Merci infiniment, Alain Juillet. Merci à vous de m'avoir invité, surtout. Hein?